On est nombreuses à avoir vécu des traumas dans nos vies. Et c'est le cas aussi de mon invité aujourd'hui, Stéphane Alix. Stéphane, c'est à l'origine un journaliste de guerre qui malheureusement a perdu son frère quand il était dans sa trentaine. Et depuis, il a passé énormément d'énergie à essayer de comprendre ce qui se passait au moment de la mort ou juste après la mort. Et vraiment, pas de manière très spirituelle, mais vraiment de manière très terre-à-terre, comme on pourrait s'attendre qu'un journaliste le fasse. Et à travers ces différentes méthodologies, il a utilisé les plantes hallucinogènes, et en particulier les champignons. Et à travers ces plantes, il a découvert un autre trauma, son inceste quand il était un jeune garçon. Il en a fait un livre qui s'appelle « Nos âmes oubliées ». Évidemment, pour les personnes sensibles, vous l'aurez compris, ce podcast parle de mort, de décès, parle d'inceste, parle de plantes hallucinogènes. Donc si vous êtes trop sensible ou si ces sujets vous touchent trop, évidemment ne l'écoutez pas, ou en tout cas soyez prévenus qu'on va traiter de ces sujets-là. Évidemment, ce podcast n'est pas une incitation non plus à consommer des plantes hallucinogènes, puisqu'elles sont évidemment pas légales, et que si elles sont consommées, il faut qu'elles soient consommées dans un cadre extrêmement strict. Une fois dit cela, avec Stéphane, on va parler évidemment de trauma, on va parler d'inceste, on va parler de la vie après la mort, de qu'est-ce qui se passe. Il en a fait un livre qui s'appelle Le Test en particulier, qui est extrêmement intéressant. On va parler de voyance, on va parler de spiritualité. Et finalement, ce sont des sujets qui, a priori pour lui, étaient extrêmement éloignés. Vous allez le comprendre en l'écoutant. Et c'est justement ce qui rend cette conversation, je trouve, extrêmement intéressante. Donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégory. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va bien, autant que possible. Bon, c'est parfait. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre parcours, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement rationnel, qui à l'origine était pas du tout connecté à la spiritualité et à tous ces éléments-là. Vous aviez même plutôt pas un rejet, mais en tout cas pas mal de méfiance. Vous étiez journaliste, vous l'êtes toujours. J'aimerais comprendre comment, à 22 ans, je crois, on en arrive à interviewer le Dalai Lama. Et parce que pour moi, c'est vraiment un début d'histoire que je trouve intéressant. Ah bah, l'histoire, elle a commencé plusieurs années avant. Même elle a commencé à 19 ans quand je suis parti en Afghanistan clandestinement, rejoindre des moudjahidines, c'est-à-dire des combattants anti-soviétiques. Parce que je voulais absolument devenir reporter de guerre. Donc je suis parti comme ça un peu à l'aventure. J'ai rejoint des combattants dans le maquis, comme autrefois les résistants quittaient Londres pour rejoindre les maquis français. Moi, j'ai rejoint un maquis de combattants et puis j'ai passé des mois avec eux. Ça a été un premier voyage très formateur dans ce métier de journaliste. Et puis ensuite, dans les années qui ont suivi, j'ai une passion pour l'Asie centrale. J'avais envie de travailler sur le long cours sur un certain nombre de pays et de sujets qui m'intéressaient. Et le Tibet était un des lieux qui me fascinait et qui fascine, je pense, beaucoup de monde. Bien sûr. Donc je suis parti en novembre 89. À Dharamsala, en Inde. C'est là où le Dalai Lama s'est installé après avoir fui le Tibet. Et il venait d'être nommé pour le prix Nobel de la paix. Mmh. Et j'ai fait une demande d'interview en disant que je travaillais pour la presse française. Et je suis resté plusieurs semaines à attendre la réponse. Et la réponse est venue. J'ai eu mon entretien avec le Dalai Lama. Voilà, j'avais 21 ans et j'ai passé 1 heure avec lui qui était c'était assez cocasse parce que je rencontrais pas du tout quelqu'un qui m'impressionnait de par sa stature spirituelle. J'étais impressionné parce que c'était la première fois que j'interviewais quelqu'un que j'avais vu en photo dans les journaux. Donc, mais en dehors de ça, je lui ai vraiment posé des questions extrêmement pragmatiques sur la non-violence et puis surtout quelque chose que je comprenais pas à l'époque. J'étais extrêmement présomptueux. C'est-à-dire que moi, je revenais de pays en guerre où les gens s'étaient battus armes à la main pour mettre dehors les envahisseurs. Et donc, je ne comprenais pas comment un leader spirituel, mais aussi politique, parce que le Dalai Lama est aussi un leader politique, pouvait avoir demandé à son peuple de ne pas prendre les armes contre les Chinois. Alors, bon, à la limite, que lui soit non-violent, c'est son choix, mais qui demande à l'entièreté de sa population de ne pas prendre les armes. Donc, en fait, je l'avais questionné là-dessus avec des questions très bêtes et puis très, très prétentieuses de jeune gamin. Et voilà comment je me suis retrouvé face à lui. Alors, du coup, j'ai une question aussi, c'est que comment un jeune gamin, parce que c'est vraiment ça, de 19 ans,
décide de partir en Afghanistan et comment ses parents le laissent partir en fait. Parce que vous êtes père aussi d'une fille de 20 ans si je me trompe pas. Elle a 24 ans, oui. 24, ok, pardon. Désolé pour elle. Vous la laisseriez partir comme ça en Afghanistan. Comment ça s'est passé avec vos parents et comment ouais. Eh ben, il s'est passé de façon très simple, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au courant. Je suis parti, enfin, ils savaient que je voulais devenir journaliste, je voulais devenir photographe. Et donc, officiellement, je suis parti pour le Pakistan parce que c'est effectivement au Pakistan que se rencontraient les différents groupes de résistants. Moi, j'avais pris quelques informations auprès de journalistes que j'étais allé voir, un journaliste au Point qui s'appelait Olivier Weber, un autre à l'Express, qui étaient des grands reporters, pour moi, qui étaient le modèle à atteindre. Et il m'avait expliqué que tous les journalistes, et comme les humanitaires d'ailleurs, prenaient contact avec des groupes de résistants qui avaient des bureaux installés au Pakistan, dans la ville de Peshawar, qui était à la frontière de l'Afghanistan, et que une fois qu'on avait pris contact avec ces groupes, ils pouvaient vous prendre en charge, vous emmener clandestinement dans le maquis. Donc, je suis parti en prenant un billet d'avion pour le Pakistan et en me disant, bon, je vais aller voir ces résistants. Si je peux aller passer quelques jours en Afghanistan, ça sera génial, je dirais, je l'ai fait, quoi. Mais mon objectif prioritaire, c'était plutôt d'aller dans les camps de réfugiés, d'aller voir l'impact, en fait, de cette occupation soviétique de l'Afghanistan sur le Pakistan avec des millions de réfugiés qui avaient pénétré le pays. Et en fait, les choses sont allées un peu assez vite, mais ça a été souvent comme ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'initie quelque chose et puis le destin prend les choses en main et m'emmène complètement autre part. Et donc, je prends contact avec un groupe de résistants. C'était un groupe qui s'appelait le Harakat-e-Islami, le mouvement de l'islam qui n'avait jamais pris de journaliste auparavant. C'était des chiites. Qui est une minorité en Afghanistan. Et quand ils ont vu ma tête, ils n'ont pas douté une seule seconde que je puisse être journaliste. Et ils m'ont dit, bon, ok, on vous emmène. Et 3 jours après, je passais la frontière avec quelques-uns de leurs combattants. Et plutôt que de quelques jours en Afghanistan, c'est plusieurs mois que j'ai passé dans le maquis. J'ai été un des seuls à pouvoir entrer clandestinement dans Kaboul, qui était à l'époque encore occupé par les Russes. Enfin voilà, ça a été un voyage épique. Et en fait, mes parents ont appris ce voyage qu'une fois de retour en France, quand ils sont venus me chercher à l'aéroport, je leur ai dit, bon, maintenant, je peux vous le dire, j'étais en Afghanistan. Mais c'était le temps béni où il n'y avait pas de email, il n'y avait pas de téléphone portable, donc c'était pas du tout anormal de ne pas donner de nouvelles pendant des mois. Alors qu'aujourd'hui, on peut pas passer une demi-journée sans envoyer 3 mails et 4 textos et 25 coups de téléphone pour dire que tout va bien. C'est clair. En même temps, je pense que de vous entendre, je pense que c'est le pire cauchemar des parents de se dire mon fils ou ma fille me disent qu'ils partent en vacances et en fait ils vont dans un pays en guerre, en Afghanistan. Ouais, mais mes parents avaient une forme de peut-être d'inconscience ou de confiance, mais les deux sont mêlés en fait. Ouais. Et je sais pas, ils m'ont jamais dit s'ils avaient été vraiment inquiets pendant ces mois. Mais ils avaient aussi confiance, je pense, à la fois dans ma détermination et puis dans le destin. Ou peut-être qu'en fait, ils ont été terrifiés pendant 2 mois, ils ne me l'ont jamais dit. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à ma mère aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant. C'était quoi enfin, de ce que j'ai entendu de vous, de ce que j'ai pu lire aussi, vous n'aviez pas un rapport à la spiritualité très fort à ce moment-là. C'était quoi votre rapport à la spiritualité dans votre vingtaine ? En fait, avant ce voyage en Afghanistan, j'avais une espèce de curiosité un petit peu romantique en fait pour le spirituel, mais plus à travers le fantastique. J'étais un grand fan de Lovecraft, d'Edgar Allan Poe, de ces récits qui vous parlent de monde invisible, de monstres, de fantômes. Donc j'avais une espèce de fascination, et puis surtout dans certains textes, et notamment dans Lovecraft, il y a comme une certaine ambiguïté qui demeure dans toute son œuvre, de savoir si c'est réel en fait, si les histoires qu'il raconte se sont vraiment passées. Donc j'étais un peu dans cet entre-deux, et puis en allant chercher, mais là je vous parle de 16-17 ans, en allant chercher dans les livres dont parle Lovecraft ou d'autres auteurs, je découvre Hélène Blavatsky, la Société théosophique, toute cette littérature dont je ne savais pas à l'époque du tout si c'était de la réalité, si c'était de la fiction, si c'était de la demi-fiction, de la demi-réalité. Donc j'avais cette fascination pour l'ésotérisme sans en connaître vraiment grand-chose en fait. Et puis pour moi, le voyage en Afghanistan, il a marqué un arrêt brutal à ça. Parce que toute cette relation à l'ésotérique et au spirituel était à cette époque-là, pour moi, quelque chose de l'ordre d'une espèce de loisir fantastique. Et puis en Afghanistan, je suis confronté à la guerre, je suis confronté à des hommes qui se battent,
à la réalité ultra basique et dure de ce combat. Et quand je reviens, pour moi, la spiritualité s'apparente plus à une sorte de perte de temps, de français préservé de toute difficulté. Et j'ai un espèce de retour en arrière complet. C'est-à-dire que pour moi, je ne veux plus du tout m'intéresser à ça. Ce qui m'intéresse, c'est le combat, c'est la réalité des hommes qui se battent sur la terre. Et donc, voilà, comme je vous le disais, même quand je rencontre le Dalai Lama, à la limite, je m'en fous un peu de ce qu'il représente spirituellement parlant. Enfin, j'ai beaucoup de respect, je suis impressionné par le personnage, mais j'ai aucune curiosité vers les enseignements du bouddhisme. Et puis, en me promenant à Dharamsala, quand je vois tous ces Occidentaux avec le crâne rasé qui se prosternent devant des lamas, je me dis, mais où est-ce qu'il est leur libre arbitre, quoi? Ils ont abandonné tout esprit critique. Enfin, voilà, je suis un peu prétentieux et crétin, mais la guerre afghane et la confrontation avec des résistants et avec des moudjahidines qui se sont battus m'a rendu extrêmement terre à terre. Et il va falloir des années avant que je commence à retrouver une sorte d'intérêt vers ce monde spirituel. Et on va en parler, mais en fait, j'ai pas l'association que ça soit ni crétin. Enfin, je pense que la majorité des personnes aujourd'hui, alors peut-être pas celles qui sont croyantes dans des religions, mais en tout cas en France où les religions ont quand même moins pris d'importance, finalement, tout ce qui concerne le spirituel dans une société hyper moderne, productiviste, individualiste, il est passé un peu à la trappe. Donc finalement, c'est pas si stupide, parce que je crois que beaucoup de personnes finalement sont pas vraiment dans cette démarche spirituel. Enfin... C'est vrai, le spirituel, c'est par essence quelque chose de subjectif. Donc subjectif, ça veut dire pas réel. Enfin, dans la perception qu'on a de notre société. J'étais une pure émanation de ce qu'on appelle ce paradigme de notre société, qui est une société matérialiste. Donc effectivement, on peut avoir des chemins de croyance dans telle ou telle religion, mais ça n'est par essence et par définition que des chemins d'adhésion subjective à quelque chose d'improuvable et qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la science. J'ai un de mes amis prêtres qui me disait que l'Immaculée Conception n'est pas une question gynécologique. C'est une façon un peu brutale de dire que voilà, la science n'a pas son mot à dire sur le domaine du religieux. Mais voilà, pour moi, le contre-coup un peu bêta de ça, c'était que c'est subjectif, donc ça n'est pas réel, ça n'est pas prouvable, c'est du domaine de la pure croyance. Donc, quand j'aurai le temps et un peu le loisir, j'irai voir peut-être de ce côté-là. Sinon, pour l'instant, je m'occupe des choses sérieuses qui sont la guerre et les combats des hommes sur cette planète qui est pas en bon état. Et à l'inverse, votre frère, lui, il était beaucoup plus spirituel, si je ne me trompe pas. Effectivement, j'ai deux frères, dont un, Thomas, qui est décédé dans un accident de voiture en 2001. Et lui, effectivement, il avait une espèce de soif existentielle folle. C'est-à-dire que il a suivi aucune carrière, aucune étude. Il n'avait qu'une envie, c'était de partir en voyage, beaucoup en Inde, beaucoup au Tibet, à la recherche de réponses existentielles. Mais c'était une torture pour lui. C'était vraiment une torture dans ses relations humaines, amoureuses, sociales. Il pouvait pas se contenter de l'espèce de statu quo dans lequel on vit. Il fallait que tout soit essentiel pour lui. Chaque rencontre, chaque regard, chaque échange. Et ce qui me fait dire peut-être que a posteriori, il avait une forme de connaissance inconsciente que sa vie allait être brève et qu'il n'a pas voulu perdre son temps à des futilités. Il a voulu aller tout de suite aux choses essentielles. Et je pense, enfin, je crois à ça aujourd'hui. Je pense que on a une certaine dimension de notre conscience qui c'est déjà le temps qu'on va passer sur cette terre. Alors on le sait pas consciemment, Dieu merci. Si on savait le moment de notre mort, ça serait terrifiant. Oui. Mais il y a une part de nous, au fond de nous, qui le sait et qui nous fait agir parfois dans ce sens-là. Et je pense que Thomas devait savoir qu'il allait mourir à 30 ans et il a consacré ses années de vie à chercher ses réponses et à chercher Dieu sur terre. Et il lisait Satprem et Sri Aurobindo et tous ces bouquins. Hein. Ah, il a lu tout Aurobindo, tout Satprem, tout Mer. Dans sa bibliothèque à la maison, il y a encore les rayons entiers de l'agenda de Mer. Je ne sais pas comment il a pu lire des trucs pareils. C'est ça, c'est particulier. Hein. Enfin, je sais pas, il a lu des kilos et des kilos de cette littérature, mais il est allé à Auroville plusieurs fois, avec beaucoup d'attentes et des déceptions souvent au retour. J'étais en contact récemment avec un Aurovillien qu'il a connu et qui m'avait écrit en me disant « Mais je me rappelle très bien de votre frère, il était dans une espèce de soif insatiable, il nous questionnait avec brutalité parfois pour avoir des réponses. Quoi. Il supportait pas
comment dire, la compromission de cette planète. Et donc, il y avait vraiment, j'ai l'association, en tout cas dans la manière dont vous le décrivez, vous qui étiez hyper terre à terre et votre frère hyper dans cette spiritualité au final. Il y avait vraiment cette séparation à ce moment-là, en tout cas de votre vie. Oui, on n'était pas spécialement proches à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je suivais mon petit bonhomme de chemin en essayant de devenir journaliste indépendant. Donc, j'ai jamais cherché à être embauché dans une rédaction. Enfin, les rares fois où j'ai voulu, personne ne voulait m'embaucher, donc ça réglait le problème. Donc, j'ai passé mon temps à dépenser une énergie folle pour devenir journaliste indépendant, être reconnu comme tel, pouvoir publier dans des journaux de référence. Donc, quand j'ai commencé à publier dans Le Monde ou dans le monde diplomatique, j'avais le sentiment d'avoir acquis une certaine légitimité dans ce domaine-là. Et pendant ce temps, effectivement, Thomas continuait à faire ses voyages, à aller au mont Kailash. C'est cette montagne sacrée à l'ouest du Tibet, vers laquelle il a fait plusieurs fois des pèlerinages, à aller en Inde, à aller à Auroville. On échangeait, on se voyait, on était pas proches au quotidien, mais on était quand même, on avait des relations tous les trois frères. D'ailleurs, je les ai conviés à plusieurs de mes voyages. On a fait plusieurs voyages ensemble. Mais effectivement, moi, j'étais l'esprit totalement occupé à essayer de devenir journaliste sérieux, quoi. Ouais. Non, mais et en fait. Du coup, vous le disiez, vous les avez invités à des voyages avec vous, et justement, forcément, on va faire une pause entre guillemets sur les causes de son décès et comment il est parti, parce qu'en fait, je pense que ça a vraiment marqué, et on va en parler de toute façon, mais ça a vraiment marqué quelque chose chez vous dans votre cheminement. Donc, il est mort, vous aviez 32 ans, je crois, de mémoire, et lui 30 ans. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé surtout après, ce que vous avez essayé de comprendre, parce que c'est tout le cheminement de vos livres. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais... Oui, effectivement, après, comment dire, on a fait une première expédition ensemble que j'avais vendue au magazine Géo, dans une région assez reculée de l'Afghanistan en 98. Expédition que j'étais obligé d'annuler pour des questions de sécurité au dernier moment, parce qu'il y avait des combats dans toute la zone qu'on devait explorer. Donc, on a abandonné cette expédition, et 2 ans et demi plus tard, j'ai eu l'idée de remonter quelque chose d'un peu ambitieux en Afghanistan pour aller faire un peu l'inventaire du patrimoine archéologique afghan. C'était à l'été 2000, au moment où les talibans étaient au pouvoir pour leur première prise de pouvoir. Et on ne savait pas du tout dans quel état était le patrimoine archéologique, et notamment ces 2 statues géantes de Bamiyan, qui étaient des statues de Bouddha, qui datent du VIe siècle. Et donc, j'ai monté un projet, mais qui dépassait vraiment le cadre journalistique. J'ai impliqué l'UNESCO dedans, le musée Guimet. J'ai monté une mission à Kaboul en installant une antenne de la Société des explorateurs français sur place, en essayant de monter un travail de collaboration entre les services archéologiques afghans et les autorités talibanes de l'époque et nous. Et sauf que j'ignorais complètement qu'à ce moment-là, au sein de la Choura taliban, c'est-à-dire du Conseil suprême des talibans, il y avait une grande bataille qui faisait rage entre ceux qui disaient qu'il fallait détruire les Bouddhas de Bamiyan, qui étaient des choses absolument anti-islamiques, et puis d'autres qui disaient mais si on fait ça, on va vraiment se mettre à dos tout le monde, donc essayons d'éviter de faire des conneries. Et en fait, dans ce débat-là, qui se passait en coulisses et que le monde entier ignorait, et nous, bien évidemment, les premiers, les tenants de la voie dure vont l'emporter. Et en février 2001, quelques jours après qu'on se soit installé avec mes frères, qui faisaient partie de la mission, le Mollah Omar a décrété la destruction des 2 statues. Et donc, moi, j'étais absolument stupéfait de cette folie, quoi, qui a saisi le monde entier. Et donc, il était évident que après des mois et des mois d'efforts, de folie, la mission que j'avais portée pouvait plus se mener, quoi. Enfin, les talibans me disaient, mais si, vous pouvez rester, vous allez faire votre travail, mais sur les sites islamiques, sur les cités, etc. Je dis, oui, bien sûr, mais enfin, non. Et en fait, pendant ces semaines où on ne savait pas si la décision des talibans allait vraiment être appliquée ou si c'était juste une espèce de menace. Moi, j'ai essayé d'aller plusieurs fois à Bamiyan, j'ai envoyé des équipes, j'y suis allé moi-même une fois avec une partie de mon équipe, et je me suis fait bloquer par les combattants à quelques kilomètres de la vallée. Et c'était d'ailleurs le deuxième jour où ils ont détruit les Bouddhas. On a entendu des explosions quand on était à l'entrée de la vallée. Et dans ce temps-là, voilà, pour faire une histoire longue courte, dans ce temps-là, en fait, j'avais maintenu quand même ma mission sur place en essayant de
d'aller visiter des sites qui étaient peut-être moins menacés, d'aller voir ce qui se passait au Pakistan si des œuvres quittaient le pays. Et en fait, dans le cadre d'une mission qu'on a fait au sud de Kaboul sur un site archéologique bouddhiste également, en descendant en voiture, on était à 2 voitures et la voiture derrière a eu un accident. Les 4 personnes à l'intérieur sont décédées. Il y avait 2 Afghans, 2 Français. Et un de ces Français, c'était mon frère. C'est arrivé le 12 avril 2001. Et ce moment a été évidemment un moment complètement de bascule. C'est-à-dire que moi, j'ai pas assisté, j'ai pas été sur le lieu de l'accident au moment où c'est arrivé, mais j'y suis arrivé 2 minutes après parce que la voiture nous suivait. Donc à un moment, mon chauffeur s'est rangé sur le bas-côté, a dit mais attends, ils sont plus derrière. Donc on a attendu 2 minutes et puis on a fait demi-tour et on est revenu. Et puis à peine quelques centaines de mètres derrière, on a vu l'accident et on a vu les corps. Et ce moment, en fait, il a été évidemment, ça a été un moment pivot de ma vie, mais il a été interrogateur parce que j'ai eu des sensations étranges sur ce lieu de l'accident. C'est-à-dire que le temps a complètement changé, il s'est ralenti, et puis j'ai eu un blanc, j'ai eu un moment d'absence. Ce que les psychiatres appellent un moment de dissociation, en fait, où pendant quelques secondes, mon esprit a vraiment déconnecté pour que la scène de l'accident ne s'imprime pas durablement. Et donc, je ne garde pas de souvenir. J'ai un souvenir très, très diffus de la scène de l'accident. Et puis ensuite, je me suis occupé des corps. Je suis entré dans un mode de réaction pour justement me protéger. Donc, je me suis occupé des corps et j'ai eu cette sensation qu'il y avait de la confusion. Et ce qui était curieux, c'est que moi, je savais très bien dans quel état psychique j'étais. J'étais extrêmement concentré, extrêmement attentif. Je faisais attention à qu'on ramasse toutes les affaires qui avaient été dispersées, à rassembler les corps, etc., etc. Et en même temps, je sentais de la confusion. Et ce sentiment, il était tellement fort qu'il m'a poussé à m'adresser à mon frère comme s'il se trouvait au-dessus de son corps. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'étais pas en train de me dire, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ou que j'étais pas dans une espèce de croyance en quelque chose ou autre. J'étais dans l'instinct pur. Et ce qui est curieux, c'est que cet instinct m'a poussé à m'adresser à mon frère pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Je lui ai vraiment parlé à haute voix. Je lui ai dit, Thomas, puis je me suis adressé à l'autre Français, Vadim, Thomas, vous êtes mort, je vais m'occuper de vous. Et puis j'ai évacué les corps au Pakistan. Une semaine après, on a rapatrié les corps en France. Il y a eu les funérailles. Et puis voilà, dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai essayé de rentrer dans une nouvelle phase de ma vie, qui était la phase de la vie d'un frère qui a perdu son frère, avec des parents qui ont perdu leur fils. Et je savais pas. J'ai pas repensé immédiatement d'ailleurs à ce qui s'était passé sur le lieu de l'accident, parce que pour moi, il était évident que comment dire, que la mort c'est la mort, que la mort c'est la fin, et qu'il n'y a pas de questions à poser, qu'il n'y a rien à chercher, c'est plié, c'est fini, quoi. C'est du non-existent, c'est du non-intéressant, du non-pertinent. Donc il m'a fallu des années avant que je commence à pouvoir faire un vrai effort de repositionnement mental et de me dire, allez, on va poser des questions sur ce que c'est que la mort, en fait. Ouais, et quiconque connaît votre œuvre sait que c'est quelque chose que vous avez exploré beaucoup. Ça a été vertigineux parce que je suis passé en quelques semaines du journaliste qui croit que si on veut parler de la mort, il faut aller voir soit des curés, soit des psychologues, soit des philosophes. Sous-entendu, soit il y a le grand espace de l'idée, des pensées qu'on peut explorer avec les philosophes, mais bon, vous avez des philosophes super brillants qui vous disent qu'il n'y a rien après la mort, et puis d'autres super brillants qui vous disent qu'il y a quelque chose. Donc comment trancher entre ces deux génies? C'est difficile. Après, vous avez les curés, les imams, les prêtres qui vont vous proposer ce qui est un dogme issu d'une croyance. Donc c'est purement subjectif. Ça peut être très consolant, très très aidant. Ça peut être très puissant pour des gens qui adhèrent à ces croyances. Mais voilà, à cette époque-là, pour moi, ça ne restait que des croyances. Et puis si vraiment ça va pas, vous allez voir un psy qui vous donne éventuellement un antidépresseur. Et puis voilà les 3 solutions qui étaient offertes aux matérialistes français que j'étais. Ouais. Et en seulement quelques semaines, en faisant mon métier de journaliste, c'est-à-dire en disant, OK, je vais partir sur un sujet, je ne pars avec aucun présupposé. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais trouver. Ce qui, normalement, devrait être la posture du bon journaliste. Je commence à m'intéresser à, OK, qu'est-ce qu'on sait de la mort? Qu'est-ce qu'on sait de la conscience? Tiens, by the way, des gens parlent de ces expériences de mort imminente où
ils disent, en ayant vécu des expériences d'accidents comme celui qui a tué mon frère, bon, certains en reviennent et ils disent qu'en sortant du coma, ils étaient au-dessus de la scène, ils ont vu les secours s'occuper de leur corps, etc. Est-ce que tout ça, c'est juste du délire, des hallucinations ? Est-ce que finalement, ça s'explique par un espèce de courjus qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, ce qui paraîtrait tout à fait logique ? Et à ma grande surprise, en fait, en commençant à aller voir des médecins ou des chercheurs qui ont travaillé sur ces expériences-là, ce sont ces premiers à me dire, en fait, vous savez, on sait pas. On sait pas. Et non, ça peut pas être juste la circuiterie cérébrale qui se met en défaut, parce qu'on sait que au bout de 20 secondes d'arrêt cardiaque, le cerveau n'est plus oxygéné. Donc, a priori, au bout de 20 secondes, il n'y a plus aucune activité électrochimique dans le cerveau. Donc, plus aucune perception possible, plus aucune mémorisation d'expérience possible, rien. Et pourtant, voilà des gens qu'on ranime peut-être après 1 minute ou 2 minutes d'arrêt cardiaque et qui vous racontent des choses très précises, peut-être même encore plus précises et détaillées que ce qu'on pourrait raconter d'un souvenir normal. Donc, en fait, voilà, quelques semaines où on arrête de se dire qu'on sait tout, quelques semaines où on arrête de se dire qu'on a des explications rationnelles pour tout, et on voit un champ infini d'enquêtes possibles. Et comme vous le dites, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'enquête sur ces sujets-là. Et c'est vertigineux quand on accepte de se dire qu'on peut sortir de la boîte sans cesser d'être rationnel. D'autant plus que, si je ne me trompe pas, vous avez perdu votre père, pas dans la foulée de votre frère, mais quand même pas très loin. Oui, il est mort. Enfin, il est mort 12 ans après. Ouais. Mais disons que pendant ces 12 années, entre la mort de mon frère et la mort de mon père, il s'est passé que pendant des années, j'ai enquêté sur la question de la conscience, sur la question de la mort. J'ai exploré ça par plein d'angles différents. Donc effectivement, quand j'ai eu à accompagner mon père, j'étais dans une disposition très très différente. Et puis mon père n'est pas mort d'accident, il est mort lentement, enfin disons d'une maladie, donc ça laisse le temps d'accompagner, de cheminer d'état en état jusqu'à les moments inéluctables. Et oui, enfin voilà, c'était effectivement très très différent. Et j'ai eu cette idée un peu saugrenue quand mon père est mort, mais peut-être est-ce lui qui me l'a soufflé. De faire un test, de faire une expérience scientifique. J'avais eu l'occasion, dans mes enquêtes précédentes, de rencontrer des médiums, vous savez, des gens qui prétendent communiquer avec des défunts. Ça peut faire sourire un certain nombre de personnes. Ça peut faire sourire, et puis ça peut faire sourire avec de façon légitime. Donc, mais il y a une façon très simple de ne plus sourire, en fait. C'est d'essayer de faire une expérience un peu rationnelle avec ces gens-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un médium, en fait ? C'est un homme ou une femme qui prétend communiquer avec un défunt. Et quand on les interroge, on s'aperçoit que parfois ils donnent des informations. Est-ce qu'on peut objectiver ces informations ? Est-ce qu'on peut les quantifier ? Est-ce qu'on peut les noter ? Est-ce qu'on peut noter leur précision surtout ? Et ça permet d'éliminer toutes sortes d'explications conventionnelles. La première, c'est les gens ont triché en fait. Ils ont juste chopé sur Facebook ou ailleurs des informations vous concernant ou concernant le défunt. Ça c'est très simple. Il suffit d'aller voir quelqu'un qui vous connaît pas, de lui mettre une photo sans donner aucun nom. En n'ayant pas donné votre nom de famille peut-être avant la prise du rendez-vous. Et là, il y a logiquement aucune raison que le médium ait eu la possibilité d'avoir des informations sur le client qui va avoir, et à plus forte raison sur le défunt à qui on lui demande de communiquer. Et ensuite, il y a plein de techniques. Ce serait un peu long de rentrer dans le détail, mais il y a des techniques. La première, c'est les techniques un peu psycho, c'est-à-dire le médium va être un bon psychologue qui va savoir déduire de vos attitudes un peu inconscientes s'il est sur une bonne piste ou pas. Ou alors, il va donner des informations qui seront assez générales, mais comme vous êtes venu parler à votre papa, s'il vous dit « Ah, je vois un monsieur avec des cheveux blancs », il parle pas du tout de votre papa, il lâche quelque chose de très très vague qui pourrait s'appliquer à n'importe qui, mais vous allez dire « Ah ouais, c'est mon père, c'est génial ». Et là, vous lui donnez l'information que c'est votre père avec qui vous voulez parler. Donc, en fait, en enregistrant la séance et en étant extrêmement attentif à ce qui est dit de part et d'autre, on peut assez rapidement éliminer toutes ces explications conventionnelles. C'est ce que j'explique en détail dans mes livres et notamment dans le test. Et après, on peut monter aussi des expériences beaucoup plus compliquées en double aveugle ou en triple aveugle, où le médium que l'on teste ne voit pas ni le client, ni n'a aucune information sur le défunt, etc. Et là, on s'aperçoit, en fait, quand on fait ces expériences, que on ne peut pas rationnellement dire que c'est juste des charlatans.
ça tient pas la route 3 minutes. Enfin, il y a des charlatans, ça c'est une vérité indiscutable, mais on ne peut pas réduire la médiumnité au charlatanisme, au même titre qu'on ne peut pas réduire, voilà, enfin bon, bref. Oui, et ce qui est vertigineux, c'est que quand on les teste, on s'aperçoit que les médiums sont capables effectivement de donner des informations parfois extrêmement précises sur un défunt, sans qu'aucune explication conventionnelle ne puisse rendre compte de cette information-là. Donc, moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages comme ça. J'ai fait des expériences moi-même avec la photo de mon frère en allant voir des médiums. Et puis là, j'avais entendu des expériences aussi de personnes me disant, on est allé voir le médium, c'est formidable, on a communiqué avec notre fils, notre fille, notre maman, notre papa. Et ce qui est curieux, c'est que moi, j'avais placé tel objet dans son cercueil et le médium nous l'a dit. Et je me dis, voilà, je vais faire une expérience en fait. Mon père meurt, je vais cacher plusieurs objets dans son cercueil et je vais en parler à personne, à tel point que même ma femme ou ma mère n'était pas au courant de ça. Et 1 an après son décès et ses funérailles, j'ai voulu laisser un certain temps quand même s'écouler. Je suis allé voir 6 médiums différents, en leur disant évidemment pas ce que je venais faire, en leur faisant croire que je voulais faire un livre d'entretien sur leur activité, sur leur métier, et en leur demandant juste de faire une séance de médiumnité pour voir ce qui se passerait pendant la séance. Et je raconte toute cette expérience dans ce livre qui s'appelle Le Test, qui est disponible au livre de poche, et qui est vertigineux, qui est vertigineux parce que ça marche, quoi. Ça marche, mais ça marche pas comme on s'y attendrait. Enfin, voilà, ça serait un peu long de rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, moi, ce qui m'intéressait là, c'était de voir déjà le changement quasi radical finalement entre votre posture initiale et puis la posture post-traumatique. Il y avait ça, et puis il y a aussi évidemment comment traverser trauma et se dire, et pour les personnes qui malheureusement vont perdre des êtres proches ou qui viennent de perdre des êtres proches, se dire en fait il y a quelque chose d'autre, et je trouve que ça c'est un message extrêmement positif. On va pas, s'ils veulent plus de détails, ils peuvent évidemment lire vos livres et c'est tout l'intérêt, mais je voulais surtout appuyer sur le fait que une manière de traverser, enfin votre manière à vous en tout cas de traverser ce traumatisme-là, ou ces 2 traumatismes, ça a été d'enquêter, ça a été d'observer, mais ça a été aussi, et c'est là où on va arriver évidemment, d'essayer de comprendre, parce que ce que vous avez compris sur votre frère, c'est qu'il s'était passé quelque chose juste au moment de son décès, ou en tout cas il y avait quelque chose où il était encore un peu là et vous lui parliez comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et vous avez voulu avoir des expériences de mort imminente quelque part. C'est une longue histoire résumée. Je vais très vite, hein. Bien sûr. Pour faire bref, en quelques mots, effectivement, moi, ma méthode, elle était une méthode journalistique au départ. J'enquête, j'examine les faits, j'essaie de voir quelles hypothèses peuvent expliquer ces faits, comment on peut invalider ou valider les hypothèses, etc. Enfin, c'est un vrai travail scientifique. Sauf que la question de la conscience et de qu'est-ce que c'est que la conscience, c'est la question scientifique peut-être la plus vertigineuse qui occupe le monde scientifique aujourd'hui. Donc on a des outils scientifiques, notamment les neurosciences, qui permettent d'explorer certains aspects de cette conscience, mais ils restent extrêmement limités par rapport au vertige du sujet. Ce que l'on observe et ce que les neurosciences permettent d'observer, c'est les corrélations entre des états de conscience et des activités cérébrales. On sait par exemple que si on tripote telle activité ou telle zone du cerveau, on va avoir un impact sur telle zone du conscience. On sait que si on consomme par exemple une certaine quantité d'alcool, ça va affecter une partie du fonctionnement de notre cerveau et on va avoir un état de conscience différent. Donc ces corrélations, en fait, elles sont évidentes. On sait que si on tape ou si on supprime telle zone du cerveau, on va plus pouvoir parler, plus pouvoir bouger, ou on va être dans un état de ce que les neuroscientifiques qualifient de non-répondant, par exemple. Donc, on observe toutes ces corrélations qui sont absolument indiscutables entre activité cérébrale et état de conscience, sauf que le modèle matérialiste dans lequel on analyse en fait notre réalité nous pousse à faire de ces corrélations des causes, des relations de cause à effet. Et on se dit, s'il y a une corrélation entre l'activité cérébrale et la conscience, c'est que l'activité cérébrale, la conscience naît de par notre activité cérébrale, naît dans notre cerveau. Or, ça, a priori, ça paraît logique, mais c'est contredit par un nombre incalculable d'expériences, et notamment les expériences de mort imminente, parce que on a aujourd'hui des millions
de cas de gens qui ont vécu des expériences dans un moment où leur cerveau était soit en arrêt cardiaque, enfin soit en cessation d'activité suite à un arrêt cardiaque, soit en sérieuse dysfonctionnement. Enfin, quand vous êtes sur un accident de la route, en défibrillation, votre cerveau il est un peu irrigué, puis il cesse d'être irrigué, puis il est plus irrigué du tout. Donc il fonctionne vraiment à 10 ou 20% de son activité normale. Or, les neurosciences nous expliquent que la conscience, pour fonctionner, il doit requérir une espèce de collaboration globale d'un ensemble de circuits cérébraux à leur optimum. Donc voilà, le modèle neuroscientifique aujourd'hui est complètement remis en question et contredit par ces expériences de mort imminente et puis plein d'autres types d'expériences. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est que des expériences ont été menées aussi avec des psychédéliques pour au départ observer en fait quels étaient les corrélats neuronaux d'une expérience mystique et d'une expérience d'extase importante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on vit une expérience mystique? Donc, on peut pas forcément mettre un grand mystique dans un IRM au moment où il vit son expérience d'extase. En revanche, les neurosciences nous ont montré qu'on peut induire des expériences d'extase assez similaires grâce à des psychédéliques, notamment la psilocybine ou d'autres types de psychédéliques comme le LSD ou l'ayahuasca ou le DMT. Donc, il y a un jeune chercheur à Londres qui a modéliser un protocole de recherche pour voir un petit peu le sapin de Noël qui s'allume dans le cerveau quand on vit une expérience d'extase. Donc, il recrute des patients, c'est un protocole tout à fait légal et tout à fait sérieux. Hein. Il recrute des patients, il les met dans un IRM fonctionnel, il injecte une dose de psilocybine. Le patient vit une expérience d'extase, de dissolution du moi, de choses difficilement descriptibles qui ressemblent aux expériences extatiques de la mystique, qui ressemblent aussi aux expériences de mort imminente par certains points, et on observe ce qui se passe dans son cerveau. Le problème, c'est qu'il se passe exactement l'inverse de ce qu'ils avaient prévu. C'est-à-dire normalement, il aurait dû correspondre à cette expérience intense, une intense activité électrique. Or, là, ils observent le contraire. Ils observent une diminution assez marquée de l'activité électrique, et notamment dans ce qu'on appelle le mode réseau par défaut, qui est un ensemble d'aires cérébrales qui coordonnent entre elles et qui d'une certaine manière, soutiennent notre moi. Notre moi, notre identité, notre personnalité est soutenue par ce réseau mode par défaut. Donc les chercheurs disent c'est pas possible, ça, on a dû faire une mauvaise manip ou on a dû mal observer le truc, donc ils refont l'expérience, ils se reproduisent exactement la même chose, donc ils refont l'expérience dans d'autres labos avec d'autres substances, et à nouveau on observe encore la même chose, c'est-à-dire qu'à expérience mystique intense correspond une baisse d'une activité cérébrale coordonnée dans un ensemble de sphères différentes du cerveau. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, voilà, encore une fois, ça contredit. On devrait observer l'inverse. Donc, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça matche vachement avec les expériences de mort imminente, où les expérienceurs rapportent pas seulement être sortis de leur corps, mais avoir vécu aussi des expériences d'une intensité folle, d'une conscience comme jamais ils n'en ont connu auparavant, où ils ont l'impression de voir leur environnement beaucoup plus réel qu'ils ne l'ont jamais observé, etc., etc. Et ça, les expériences de mort imminente correspondent aussi à des moments, pour une grande partie, où le cerveau est soit en cessation totale de fonctionnement, soit en dysfonctionnement assez marqué. Donc, peut-être qu'en fait, le modèle est complètement à revoir, et ces expériences, en fait, proposent une hypothèse qui est très différente, qui est une hypothèse qui avait déjà été formulée de façon plus philosophique par des gens comme William James ou Henry Bergson au début du siècle dernier, qui voyaient non pas le cerveau comme un organe qui fabriquerait la conscience, comme le foie, par exemple, fabrique de la bile, mais plus comme un espèce de transistor, un objet qui servirait à filtrer la conscience. C'est-à-dire que la conscience serait quelque chose d'immatériel, non assujetti au temps et à l'espace, quelque chose qui serait de l'ordre d'un champ, un champ comme un champ électromagnétique ou un champ d'ondes radio, et que par son activité, le cerveau filtre ce champ et permet l'expression d'une conscience individuelle. Moi, je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Il faut que j'essaye, parce que c'est bien beau d'aller expliquer toutes ces recherches, et c'est ce que je comptais faire dans le livre sur lequel je travaillais, mais je me dis, il faut que j'essaye aussi. J'avais déjà eu pas mal d'expériences chamaniques avec de l'ayahuasca notamment, et j'avais envie d'essayer de le faire dans un cadre occidental, dans un cadre scientifique plus rigoureux. Et donc, je me suis rapproché d'une communauté qu'on trouve en Europe et aux États-Unis de psychothérapeutes qui utilisent les
les psychédéliques pour travailler sur des thématiques de psychothérapie. Je crois que vous avez fait déjà des podcasts sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais moi, mon objectif n'était pas du tout d'aller me soigner ou faire une psychothérapie. Mon objectif était juste de trouver quelqu'un un peu sécurisant qui me donne une grosse dose de champignons pour que j'aille faire mourir mon moi et que je vois ce qui se passe de l'autre côté et pour que je vois si vraiment il y a quelque chose de l'autre côté. Et l'expérience n'a pas du tout été en fait comme je l'imaginais, et elle m'a emmené complètement autre part. Et ça, c'est aussi intéressant. J'allais rebondir justement sur l'épisode avec Françoise Borza où elle explique que les champignons sont des substances, ou le LSD d'ailleurs, qui peuvent très bien accompagner la mort. Ça, c'est une chose. Qui peuvent aussi aider dans les traumas. Est-ce que vous pensez que vous auriez fait ce chemin spirituel sans traumatisme, sans les traumatismes originaux, c'est-à-dire la perte de votre frère et puis celle de votre père par la suite? J'en ai aucune idée, mais il y a fort peu de chance, non, parce que j'étais devenu un journaliste assez connu, notamment sur la question de l'Asie centrale, sur des sujets géopolitiques et de renseignement. Donc, professionnellement, ça fonctionnait bien. Et effectivement, sans la mort de mon frère, j'aurais sans doute suivi cette voie-là, d'autant plus que 6 mois après la mort de Thomas, on a eu le 11 septembre. Ouais. Et moi, j'étais un des journalistes occidentaux qui connaissait le mieux de l'intérieur le mouvement des talibans. Je suis le seul Français, je crois, à avoir rencontré Mollah Omar. Donc, j'aurais suivi sans doute cette voie de journaliste spécialiste. Je vous dis ça, peut-être pas, j'en sais rien, mais il est évident que la mort de mon frère a été un moment, un tournant crucial. En fait, vous savez, ces questions existentielles, je les avais quand j'étais ado. On les a tous. Qu'est-ce qu'on fait là? Ce monde a l'air si absurde. Les adultes ont l'air tellement perdus. Mais pourquoi est-ce qu'on est là, quoi? Et puis voilà, on rentre dans les vies actives. On essaie de trouver quelque chose qui nous passionne à peu près. Et moi, c'était le journalisme, la photo. Donc, je me suis engagé dans cette voie professionnelle. Et finalement, cette voie professionnelle a totalement inhibé toutes mes questions existentielles parce que j'y trouvais aussi satisfaction. C'était épanouissant, ce métier que je faisais. Et en fait, à 32 ans, la mort de mon frère a refait surgir ces questions existentielles de façon extrêmement brutale. Sauf que là, j'avais plus du tout envie de reprendre un métier ou une activité professionnelle comme si de rien n'était, en laissant à nouveau de côté ces questions. Pour moi, à ce moment-là, il était impératif que je trouve des réponses à ces questions existentielles. Et je suis parti dans la seule voie qui était la mienne à disposition à ce moment-là, c'était la voie journalistique. En me disant, voilà, est-ce qu'en tant que journaliste, je peux questionner le spirituel, la conscience, l'immatérialité, la vie après la mort. Et comme j'ai trouvé effectivement de façon très rationnelle des réponses, ou à tout le moins la possibilité de poser des questions encore, et de poser la question rationnellement sur la poursuite de l'existence après la mort physique, j'ai continué ça. J'ai découvert la spiritualité de façon rationnelle d'une certaine manière. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, et ça fait écho un peu avec moi, ma manière d'envisager le monde, c'est qu'on fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire que vous aviez ce background de journaliste hyper rationnel, donc vous avez fait avec ça. Et en fait, quelque part, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a pas de chemin spirituel sans traumatisme quelque part. Enfin, c'était le cas pour votre frère. Enfin, j'ai l'association, je connais pas votre frère. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, donc j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que sans trauma, c'est compliqué de faire un chemin spirituel. Mais a priori, votre frère, c'est un contre-exemple. Donc Non, je pense pas. Enfin, pour rebondir sur votre remarque qui me résonne quand même avec mon parcours, c'est que je pense que la spiritualité, la vraie spiritualité, le vrai chemin à la spiritualité, c'est un chemin de prise de risque permanente. C'est un chemin de remise en question permanente de ce que l'on croit savoir. Le spirituel, c'est le risque. Le spirituel, c'est la mise en danger, en fait. Sinon, on rentre dans du dogme, on rentre dans une habitude, on rentre dans un modèle qu'on se ferme. Alors, les modèles religieux qui sont proposés par les différentes traditions religieuses sont des modèles où on peut, dans chacun, trouver un épanouissement, des outils pour cheminer, etc. Mais d'une certaine manière, je pense que si on veut faire de la spiritualité quelque chose de totalement sincère, comment dire, non, je vais dire des généralités idiotes, là, mais pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que
quelles que soient nos croyances religieuses ou notre cheminement, et même si on est engagé dans un chemin spirituel, la vie et la vie sociale et la vie professionnelle fait que on s'installe dans une forme de routine. Et on peut peut-être prendre une certaine distance, même avec les pratiques spirituelles qui sont les nôtres. Je me rappelle d'être allé à la messe le dimanche avec mes grands-parents qui étaient très croyants. Bon, voilà, c'était la petite routine d'aller à la messe. Est-ce que on peut aller plus loin? Est-ce que le spirituel peut nous engager encore plus? On a tendance à s'engager dans ces routines tout au long de la vie, et les traumatismes, les maladies, la perte de quelqu'un de proche va faire bouger la citadelle qu'on a construite depuis l'enfance, quelle qu'elle soit. Et ce choc peut, chez certaines personnes, chez moi par exemple, déclencher des envies beaucoup plus fortes que celles que j'avais avant. Donc, j'ai l'exemple d'un ami prêtre, par exemple, qui est devenu prêtre parce que, après avoir été psychologue, il était appelé vers la foi, vers le Christ et vers ce chemin-là. Et puis, il a vécu une expérience de mort imminente tout en étant prêtre. Cette expérience de mort imminente a complètement transformé son rôle de prêtre. Elle lui a donné une sorte d'upgrade, de reset, en fait, de sa foi. Mais ça, c'est... Enfin, je veux dire, toutes les traditions spirituelles ou les psychologues vous diront que les traumatismes soit vous écrasent, soit vous font grandir, soit vous transforment. J'avais fait des longs entretiens avec un rescapé d'Auschwitz il y a plusieurs années de ça, qui m'avait beaucoup impressionné. C'était quelqu'un qui était devenu un avocat international, quelqu'un d'éminemment, enfin, avec une réussite professionnelle importante. Et il avait trouvé cette force en la ressource humaine alors qu'il était enfant à Auschwitz. Alors, dans des circonstances pareilles, des millions sont laminés et meurent parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire ou la possibilité de faire autrement. Mais je pense que chaque épreuve nous offre aussi la possibilité d'en faire quelque chose de plus grand. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience, d'ailleurs. Complètement. Ça fait penser évidemment à Simone Veil. Ça fait penser aussi à ce livre dont j'ai perdu le nom, de ce thérapeute qui a créé toute une méthodologie. Viktor Frankl. Voilà, merci. Oui. Complètement. Et je ne vous ai pas demandé, mais comment vous définiriez la spiritualité ? C'est toujours parce qu'en fait on utilise ce terme et je crois qu'il y a plein de personnes qui leur donnent parce que vous parliez de spiritualité sans dogme, et bon, donc les dogmes c'est plutôt des dogmes religieux en général. Comment ça serait quoi votre définition? Pour moi, la spiritualité, c'est le rapport intime que l'on a chaque individu à la transcendance. Et je le dissocie du religieux. Le religieux, pour moi, c'est plus la façon dont certains courants ont organisé une expérience spirituelle d'un fondateur. Jésus, par exemple, pour le catholicisme, les chrétiennes. Et la religion est comment dirais-je, comment vous dire quelque chose qui ne soit pas stupide? Je suis assez convaincu que vous n'allez pas dire quelque chose de stupide. Non, mais je veux vraiment surtout laisser aucunement croire que je puisse être critique envers les religions. Je pense que les religions sont des espaces d'épanouissement. Enfin, ils proposent, quelle que soit la religion, ils proposent un espace d'épanouissement, une béquille, un moyen de cheminer vers cette transcendance, vers cette dimension spirituelle qui habite le monde. Mais pour moi, la spiritualité, c'est l'essence de cette relation avec cette part de nous-mêmes qui existe en dehors du temps et de l'espace, avec ce que je vais appeler une âme, peut-être. Enfin, toutes les religions ne sont pas d'accord sur l'existence d'une âme, mais toutes les religions s'accordent sur le fait qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un truc qui survit à notre mort, quoi, qui nous transcende. Donc la spiritualité, c'est la reconnexion avec cet espace de transcendance. Et la religion, ce sont des méthodes et des dogmes développés par des humains pour nous aider à y parvenir en s'inspirant de l'expérience de quelqu'un qui a déjà fait ce contact-là. Et pour revenir sur la discussion, parce qu'on a fait un grand tour, mais sur les psychédéliques, ça vous a amené et c'est tout le sujet de votre dernier livre, à comprendre un traumatisme initial.
En fait, oui, c'est vraiment devenu... C'est sorti de manière complètement inattendue. C'est-à-dire que moi, je suis allé rencontrer une thérapeute qui pratique cette psychothérapie clandestine avec des psychédéliques, en lui demandant juste de m'offrir un cadre sécurisant pour prendre des champignons et une haute dose pour aller voir de l'autre côté. Et puis, en la rencontrant, elle m'a parlé de son métier, de son travail, et je me suis dit, ça vaut peut-être le coup, après tout, de jouer le jeu aussi de la psychothérapie, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement mental, d'extrêmement combatif. J'ai un rapport très guerrier au monde, mais très guerrier basique, c'est-à-dire que j'ai un problème, je l'affronte avec dureté, et je me suis construit tout au long de ma vie une sorte de carapace assez forte qui m'a permis de passer toutes ces épreuves que j'ai pu vivre et de continuer à avancer. Mais je me suis posé la question à certains moments de ma vie de savoir si cette carapace, en fait, elle n'avait pas aussi le défaut de me couper d'une partie de moi-même. Parce qu'à certains moments de ma vie, il y a des choses qui n'allaient pas et je ne comprenais pas pourquoi. Je le détaille vraiment au début de ce livre, Nos âmes oubliées. Il y a des moments où tout d'un coup, je suis plongé dans un état de dépression et je ne comprends pas d'où ça sort. Parce que j'ai un métier que j'aime, j'ai une femme que j'aime, je vis en faisant l'activité qui me plaît et qui m'épanouit. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, j'ai ces moments de déprime. Pourquoi parfois j'ai comme des sentiments d'auto-sabotage dans mon parcours professionnel, ou comme si à certains autres moments, j'avais une espèce de manteau de mélancolie qui me recouvrait et j'arrive pas à me raisonner pour me dire, mais arrête. Donc, quand j'ai rencontré cette thérapeute que j'ai baptisée Lénie, je dois respecter sa clandestinité, je me suis dit, après tout, ok, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort, parce que c'est le but, et puis ça me passionne bien, mais docteur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider après tout ? Et en fait, dans son travail, elle m'a un peu déconnecté du but initial, et elle m'a fait entrer en fait dans ses émotions, dans ses peurs. Elle a commencé à me montrer les barrières que je mettais entre le monde et moi-même. Elle a commencé à me faire réaliser la mécanique mentale formidable qui avait pour but de me protéger. De me protéger de quoi ? Ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais elle m'a permis, et ça, les psychédéliques permettent ça, et c'est même le cœur de la thérapie psychédélique, c'est qu'ils, tout d'un coup, ils vous permettent de faire un pas de côté et de vous observer, d'observer vos mécanismes mentaux à l'œuvre. Et moi, j'ai été estomaqué de voir à quel point j'avais une espèce de machine de guerre, de protection, dont je ne comprenais pas pourquoi. En fait, je ne comprenais pas l'origine. Alors, je me suis dit, si, c'est peut-être cette histoire d'amour qui s'était mal passée quand j'étais adolescent, ou c'est peut-être la mort de mon frère. C'est quand même quelque chose de traumatisant dans ma vie. Donc, peut-être que j'ai mis ces barrières tout au long de ma vie parce que j'ai vécu des traumatismes. Et en fait, en travaillant avec elle, ce qui est sorti, c'est effectivement ces différents traumatismes-là, mais on s'apercevait qu'il y avait encore quelque chose en dessous. Et c'est long à raconter parce que c'est vraiment un processus thérapeutique sur la longueur que je développe et que j'explicite dans Nos âmes oubliées. Mais en fait, ce qui est sorti, c'est que le traumatisme initial, c'est que j'ai été abusé quand j'étais tout gamin, tout enfant, par quelqu'un de ma famille, et que ce traumatisme, non seulement m'a complètement dévasté, parce qu'il s'est répété à plusieurs reprises, mais il a surtout eu pour effet d'être totalement gommé de ma mémoire consciente, totalement oublié, et il en a pas moins distillé cette espèce de poison psychique dans ma vie tout au long de mon existence. Alors je suis résilient, je suis devenu quelqu'un de bien, je me suis construit aussi sur ce traumatisme, mais il a quand même laissé des choses extrêmement difficiles à vivre par moments. Et en fait, je raconte tout ça dans ce livre. Moi, le doute le plus terrible et l'interrogation la plus déchirante que j'avais après cette expérience, c'est de me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai vécu quelque chose comme ça sans m'en souvenir. J'aurais forcément eu un souvenir à un moment. J'ai côtoyé cet homme dans les fêtes de famille pendant les décennies qui ont suivi. Il y a forcément un moment où ça aurait dû ressurgir. Et en commençant à questionner des psys, et notamment en lisant cette psychiatre Muriel Salmona qui fait un travail formidable sur l'inceste et les abus sexuels, notamment en France, j'ai découvert que plus de 50% des gens qui ont vécu un acte incestueux dans leur petite enfance n'en ont gardé aucun souvenir. Et que ce souvenir peut ressurgir 40 ans, 50 ans après, ou voire même jamais. Donc ça m'a estomaqué, mais d'une certaine manière, ça a rendu possible que ce hurlement du petit garçon qui avait tout au fond de moi, je l'entende enfin à 52 ans.
Et ça a été vertigineux, cette histoire. Et en fait, si je me trompe pas, vous aviez des signes, parce que vous aviez des signes sur votre humeur, vous aviez des signes aussi physiques qui sont apparus, non? Ça, c'est ce que j'ai compris après coup. Mais effectivement, j'avais depuis 9 ans une maladie auto-immune dans l'estomac qui me faisait des crises inflammatoires régulières. Et donc, j'ai découvert après coup, notamment par les travaux d'un chirurgien canadien, que c'était un des symptômes assez courants que l'on rencontrait dans les abus sexuels et que beaucoup des patients que ce chirurgien traitait, qui avaient des maladies, un peu comme la maladie de Crohn par exemple, c'était des signes cliniques assez fréquents pour les personnes ayant vécu des abus sexuels. J'aurais lu ce livre-là il y a 2 ans, peut-être que j'aurais compris plus tôt. Ce livre-là, je l'ai découvert vraiment sur le tard, une fois après avoir découvert ces abus. Et voilà, depuis 9 ans, j'avais des crises 3-4 fois par an. Là, ça fait 1 an que c'est fini, que c'est terminé. Et en même temps, moi, je suis assez convaincu que tout arrive au bon moment. Parfois, il y a des livres, moi, je vois très bien, il y a des livres que j'ai lus, que j'ai achetés il y a 10 ans. Je comprenais rien. Par exemple, des bouquins sur les ombres, ça m'échappait totalement. Et je les relis maintenant, ou je les relis il y a 2-3 ans, et waouh, c'est la révolution. Donc peut-être aussi, je crois que ce livre, peut-être si vous l'auriez lu avant, vous n'auriez pas du tout connecté, parce qu'en fait, c'était pas monté à la conscience, et que du coup... Oui, et puis même, vous savez, par rapport à... Je reçois parfois des courriers de gens qui me disent, mais comment est-ce que je pourrais moi-même faire votre expérience, trouver un thérapeute, prendre des champignons, etc. Et je réponds, vous savez... C'est pas les champignons qui m'ont permis de découvrir cette expérience-là, c'est la thérapeute avec qui j'ai travaillé. Alors bien sûr, la technique, la médecine des champignons et ces médecines psychédéliques sont très puissantes pour forcer les barrages. Mais ça fait 15 ans que je travaille, parce que mes premières expériences chamaniques datent de 2006, donc ça fait 15 ans que j'utilise ces états modifiés de conscience, que j'explore la conscience à travers des états modifiés forts, comme celui induit par l'ayahuasca ou d'autres techniques. Mais cette mémoire, elle est jamais sortie pendant toutes ces années-là. C'est étonnant d'ailleurs, parce que l'ayahuasca, ça permet vraiment... ça permet si on a quelqu'un qui nous accompagne pour débloquer les choses. Sauf que le chaman, c'est pas un thérapeute. Le chaman, il est juste là pour faire en sorte que des esprits très mauvais ne vous embarquent pas. Donc, il est pas là pour prendre soin de votre psyché, pour vous faire passer des différents blocages de votre mental, etc. Je pense que ce que j'ai vécu grâce à cette thérapie psychédélique, en utilisant d'autres outils de thérapie psychocorporelle comme la respiration holotropique ou comme l'hypnose ou comme toutes ces thérapies, mais avec une thérapeute ou un thérapeute qui va vraiment être une personne qui va être la bonne personne pour vous, s'il y a vraiment quelque chose à ressortir du fin fond de votre inconscient, ça va sortir. Ça va sortir. Parce que malheureusement, ces thérapies psychédéliques sont illégales en Europe et aux États-Unis. Enfin, ça commence à se légaliser dans certains États américains. Oui, et pour l'instant, c'est illégal. Donc, en Suisse, il me semble qu'on doit pouvoir faire des choses aussi. Mais... Peut-être, mais ça reste compliqué. C'est malheureusement, voilà, comme sur beaucoup de thématiques, il faut lutter contre des préjugés qui sont sérieusement installés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Faut pas focalisons-nous pas sur cette interdiction. Essayons plutôt de voir ce qui est possible et ce qui est accessible. Si vraiment le souci est d'aller mieux et d'essayer de cheminer dans son parcours thérapeutique. Il y a des outils formidables qui sont à disposition. Ouais, vous le disiez, la respiration holotropique, tout ce qu'on appelle le breathwork, ça permet d'aller vers des états modifiés de conscience déjà. Hein. C'est une technique qui est directement inspirée du LSD, qui a été développé par Stanislav Grof dans les années 70, quand le LSD a commencé à être interdit, pour induire des états modifiés de conscience un peu similaires. Donc effectivement, le travail qui est fait en respiration holotropique se fait dans un cadre thérapeutique avec des thérapeutes formés et permet d'induire des états modifiés de conscience très très forts. Il n'y a pas de substance. Sans substance, de façon tout à fait légale. Il y a plein de thérapeutes en France, notamment, qui utilisent la respiration holotropique. Voilà, ça, si vous voulez, je pense que les outils mentaux, notamment la psychanalyse, sont des outils formidables pour expliquer, comprendre peut-être certaines associations, certains mécanismes, mais on reste à un niveau mental. Donc la psychanalyse va vous je veux pas être trop critique parce que j'ai beaucoup d'admiration pour certains grands psychanalystes, mais et puis cet outil peut être aussi formidable, mais il reste à un niveau mental. Donc si vous voulez soigner le mental avec le mental, ça va coincer à un moment. La respiration holotropique, d'autres techniques psychocorporelles vont court-circuiter ce mental qui fait office en fait de gardien, qui vous protège. Le mental préfère souffrir de quelque chose de connu plutôt que de risquer une guérison en passant par quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc si vous demandez à votre mental de vous guérir, il va toujours bloquer à certains niveaux. Alors peut-être qu'en 15 ans de psychanalyse, on passe quelques niveaux, mais on va franchement
beaucoup plus lentement que quand on fait 2-3 séances de MDR ou de respiration holotropique ou d'hypnose ou d'autres techniques comme ça, qui vont aller court-circuiter la tête pour faire parler le corps. Et le corps, il garde ses mémoires traumatiques, il garde un accès à la guérison aussi. Et du coup, c'est important ce que vous dites parce qu'il y a plein de personnes qui sont malades, sans doute, et qui ne comprennent pas pourquoi, qui vont voir des médecins, qui n'arrivent pas à résoudre, etc. etc. Il y a ce point-là qui je trouve intéressant. Le deuxième point que je trouve intéressant, c'est la dissociation, c'est-à-dire cette capacité qu'a, pour le coup, l'esprit de faire en sorte, et souvent d'ailleurs, quand il s'agit de viol, mais j'imagine d'inceste, c'est la même chose, le corps va se mettre en pause et finalement, on a tous un imaginaire d'un viol qui serait violent, d'une personne qui vous attrape dans la rue, etc. Alors que la majorité des viols sont faits par des personnes qu'on connaît et il n'y a pas de violence. Et d'ailleurs, le corps de la personne se rend pour faire passer, pour que ça passe en fait et pour pas qu'on meure en réalité. Exactement. C'est le mécanisme de la dissociation en fait, où confronté à une violence traumatique insupportable, la victime va s'éteindre. C'est vrai que moi, ce qui m'a surpris quand tout d'un coup cette mémoire d'inceste m'est revenue comme ça devant les yeux, c'est que j'ai été surpris en fait de la façon dont je réagissais. Je voyais un petit garçon, je voyais mon petit, enfin moi enfant, éteint, pas réagir, je criais pas, je pleurais pas, j'étais juste éteint comme une espèce de marionnette dont on aurait coupé les fils. Et un de mes amis psychologues proches m'a dit mais tu décris exactement l'état de sidération dans lequel sont les victimes d'inceste ou de viol. C'est-à-dire que on s'imaginerait se débattre et hurler, comme vous le disiez, mais effectivement, dans une majorité des cas, non, la sidération est telle qu'on est éteint, on est sans défense. C'est ce qui d'ailleurs fait croire à certains violeurs et abuseurs qu'il y a une forme de consentement, puisque la personne ne se débat pas. Bah non. Et cette sidération, ce qui est assez intéressant, c'est que les psychiatres utilisent des termes pour décrire en fait, une partie de vous-même qui s'extrait de la scène traumatique pour ne pas en garder souvenir et pour ne pas souffrir. Les chamans utilisent quasiment les mêmes, pas les mêmes mots, mais décrivent le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a, au moment d'un traumatisme, une partie de notre âme se dit « Oh là là, mais ça craint trop ici, je m'en vais, moi je retourne d'où je viens ». Et là où les psychiatres sont un peu sans défense et sans outils face à la dissociation, les chamans proposent des techniques qui s'appellent le recouvrement d'âme, qui est un travail où on va proposer, on peut le faire soi-même, on peut le faire par un chaman, mais on peut aussi le faire soi-même tout seul, avec des protocoles. On peut aller récupérer ces morceaux d'âme, récupérer ces parties de soi qui sont parties parce qu'elles étaient terrorisées, et leur expliquer que tout d'un coup, le danger n'est plus là et qu'on peut réintégrer. Je raconte en détail parce que ma femme, Natacha Calestrémé, a développé et a mis au goût scientifique et au goût psychologique du jour ces techniques, notamment issues du chamanisme, et notamment les techniques du recouvrement d'âme. Et dans les jours qui ont suivi la résurgence de cette mémoire traumatique, j'ai fait un recouvrement d'âme sous sa guidance, qui a été pour moi un moment bouleversant de reconnexion avec des parties de moi qui étaient parties depuis des décennies. Je raconte en détail le protocole et la façon dont je l'ai fait, mais voilà des outils qui sont faciles à mettre en œuvre, que l'on peut mettre en œuvre tout seul. Il n'y a pas besoin d'un intermédiaire, il n'y a pas besoin de 10 ans de psychanalyse. Voilà des choses simples pour se reconstruire, pour réintégrer, retrouver sa force, retrouver toute son énergie. Et une des remarques qu'on pourrait faire justement, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'aller rechercher ces mémoires traumatiques ? Est-ce qu'on ne devrait pas les laisser là où on est, ou là où elles sont ? Parce que finalement, vous avez fonctionné pendant globalement 40 ans, si vous l'avez découvert, c'était entre 6 et 8 ans, hein, si je ne me trompe pas. Donc, non, ça a commencé beaucoup plus tôt. Ah, ça a commencé beaucoup plus tôt, je pensais que c'était entre 6 et 8 ans, pardon. Donc vous auriez pu continuer comme ça, finalement. C'est une très très bonne question. Et effectivement, il y a quelques jours, je parlais avec un de mes amis qui lui aussi suspecte, sans en avoir aucune preuve ni quoi d'autre, qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose dans l'enfance, et il me demandait si je pouvais le conseiller. Et ma première question, ça a été de lui dire « Mais comment tu vas ? Est-ce que ça va ?» Il me dit « Bah oui, ça va, je vis très bien, je suis heureux. » Je dis « Bah, est-ce que tu as forcément besoin d'aller creuser ça ?» Moi, j'y suis allé, mais je voulais même pas. En fait, ça a été complètement inattendu ce qui s'est passé. Mais j'ai joué le jeu de la thérapie parce que ma vie est compliquée. C'est-à-dire que je construis
je suis heureux d'une certaine manière, j'ai construit ma vie professionnelle, elle est assez épanouissante, et pourtant, depuis des décennies, je traîne un boulet, quoi, un boulet. Alors, les gens qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu ou qui lisent mes livres précédemment ont eu l'impression de quelqu'un qui, au contraire, se débrouille bien. Mais je joue la comédie. Enfin, je joue la comédie. C'est toute une partie de mon intimité qui, jusqu'à il y a encore peu de temps, n'était pas exprimée publiquement. Donc, effectivement, je donnais pas à voir cette partie de moi-même. Mais je traînais un boulet. Donc, ça a été extrêmement dur, et je suis aujourd'hui en train de traverser une période vraiment déstabilisante parce que cet acte incestueux a été mis en lumière. Donc, c'est pas du tout évident à gérer. Mais je suis content malgré tout d'avoir fait cette démarche pour m'être confronté à ça, pour m'être confronté à la source de ce qui était déséquilibré dans ma vie. Mais effectivement, comme vous le dites, si vous suspectez des choses comme ça, mais que tout va bien dans votre existence et que vous avez une famille, une vie heureuse, une vie professionnelle heureuse, il n'y a pas forcément non plus d'intérêt à aller se retourner le cerveau, parce que si notre inconscient y a caché quelque chose, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Pour moi, l'intérêt d'une psychothérapie, pour aller dans cette direction-là, ne vaut que s'il y a vraiment une souffrance au départ. S'il y a une souffrance, effectivement, c'est toujours mieux d'essayer d'aller la comprendre et d'aller la guérir. Mais s'il n'y a pas de souffrance, pourquoi aller essayer de s'en infliger une ? Après, pour aller dans l'autre sens, ça pourrait aussi de se dire j'ai la sensation d'être heureux, mais en fait, je sens bien que c'est pas juste. Par exemple, ce que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire une vie très analytique, très cartésienne, quasiment, enfin je ne sais pas si c'est le cas parce qu'on ne se connaît pas, mais peut-être dans le contrôle, etc., etc. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, donc je vais bien, mais il y a un truc qui cloche. Et ça peut être aussi, pour le coup, à l'inverse, une bonne raison de le faire. Je ne sais pas. Mais c'est une bonne raison d'aller en parler à un psy. Après, aller parler à un psy, ça ne veut pas dire tiens, allez, ouvrez-moi la tête, je voudrais aller voir si j'ai été violé quand j'étais gamin. Certainement pas, non. Aller voir un psy, c'est commencer un travail pour essayer de débloquer les barrières qui vous coupent de vos émotions, et on ne sait pas du tout ce qui va sortir. Et le psy va vous dire, si vous allez voir un psy en disant hypnotisez-moi, je voudrais voir si j'ai été enlevé par l'extraterrestre ou si mon grand-père m'a violé quand j'étais petit, il va pas être très sérieux, le soi-disant psychothérapeute qui va vous dire ok, allongez-vous, on commence. La plupart, tous les thérapeutes normalement constitués et qui se respectent vont vous dire mais pourquoi, quelle est votre demande, où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce qui vous fait suspecter ça, on va peut-être plutôt travailler sur les émotions, et puis il va vous emmener vers un espace où vous allez exprimer les émotions et les blocages, et là vous entrez dans un travail thérapeutique. Ça se fait pas en un week-end de développement personnel ou 2 jours à Lisbonne pour aller prendre de l'ayahuasca. C'est un travail sur le long terme, un travail psychothérapeutique, comme un chemin spirituel. Complètement. Et vous disiez tout à l'heure, pour vous c'est une période particulière, mais moi je trouve ça, je sais pas si on a dû vous le dire 1000 fois, mais c'est extrêmement courageux de le partager dans un livre en plus. Enfin, je veux dire, c'est déjà une chose de l'apprendre, une chose de le partager avec ses proches, et une autre chose de le partager dans un livre. Alors j'imagine que ça fait partie de la thérapie dans une certaine mesure, mais c'est, je sais pas comment vous le vivez, mais c'est hyper courageux. Ça a été compliqué parce que j'écris beaucoup, pas seulement des livres, mais j'écris beaucoup au quotidien dans un journal que je tiens depuis des années et des années. Donc, quand j'ai vécu cette expérience-là, j'ai noté tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé, tous mes doutes, tous mes questionnements. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai énormément écrit des entretiens que j'ai pu avoir avec des psys, de mes recherches, de mes tentatives pour essayer de trouver la réponse sur est-ce que ça m'est vraiment arrivé ou pas. Et l'écriture aide aussi d'une certaine manière à prendre un peu de champ, à avoir des nouvelles idées, à ouvrir des nouvelles pistes de réflexion. Et puis, moi, à ce moment-là, dans les premières semaines, je voulais essayer d'avoir à peu près la certitude que ça m'était réellement arrivé. Parce que la certitude, ça voulait dire que je me sentais suffisamment légitime pour en parler à mon entourage, et notamment à ma famille, à ma mère, à mon frère, à ma fille. Et il fallait que je sois un peu sûr de moi avant de faire ça. Donc, j'ai mené une sorte d'enquête qui m'a permis d'arriver à un moment où je me suis senti un peu plus assuré que j'avais vraiment vécu quelque chose et que c'était pas sorti de mon imagination. Et là, c'est la réflexion en fait d'un ami ostéopathe qui m'a dit mais vous imaginez pas le nombre de gens
qui me racontent des histoires comme la vôtre. Et là, je me dis, mais il faut que je raconte cette histoire. Parce que ce par quoi je traverse, ce doute qui est tellement... qui aurait pu me tuer, j'aurais pu mourir de ce doute. Le doute d'avoir la souffrance d'un enfant en moi qui s'exprime et l'adulte qui est aussi en moi qui dit non, tu te tais, tu peux pas, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas réel. Ce doute-là, j'aurais pu mourir si j'avais pas eu la femme que j'aime, si j'avais pas vécu dans le contexte dans lequel je vis, si j'avais pas eu les dispositions psychiques pour gérer ça. Donc, je me suis dit, ce récit de ma navigation dans ce questionnement, dans ce sujet vertigineux qui est celui de l'amnésie traumatique, j'aimerais pouvoir le partager peut-être. Donc j'ai écrit, et ce livre allait être ce que j'allais donner à ma mère pour lui raconter cette histoire. Et quand le livre a été fini, j'ai plusieurs moments, je me suis dit mais non, je peux pas le faire, ça va la dévaster, je vais pas le faire, le livre je vais le foutre à la poubelle, je le publie pas, je le raconte pas, etc. Et puis voilà, chemin faisant quand même, malgré tout, je suis allé un jour la voir avec le manuscrit, je lui ai donné, je lui ai dit je voudrais que tu lises ça et puis on en parle. Et elle l'a lu et ça a été bon, une stupeur absolue pour elle, une dévastation, une sidération. Et ensuite, voilà, je me suis dit, ce livre, il faut que je le partage parce que d'après Muriel Salmona et d'après tous les spécialistes de la question de l'inceste, c'est un drame invisible, mais qui concerne des millions de personnes. C'est pas ça, juste trois personnes, c'est des millions de gens. Ça vient de sortir il y a quelques semaines dans l'Église avec des chiffres qui paraissent à la fois vertigineux, mais en même temps ridicules par rapport au nombre de victimes potentielles. Donc voilà, j'avais envie d'écrire aussi, de partager ça parce que voilà, je suis journaliste depuis toujours, c'est le seul métier que je sache faire et si je suis journaliste, c'est pour parler de choses qui me semblent importantes et ce sujet-là me semblait ô combien important. Mais entre le moment où j'ai pris la décision de le publier et le moment où il est sorti, il y a eu plusieurs moments d'hésitation où je me dis non, je vais pas le publier, c'est trop exposant et puis en final voilà, c'est ma femme qui m'a dit mais tu sais ce livre-là, il va aider des gens. Il va aider beaucoup plus de gens que tu ne l'imagines. Et je suis un mari qui écoute ce que dit sa femme. Et du coup, je l'ai laissé sortir. Il est sorti en juin dernier. Et effectivement, je reçois beaucoup de courriers de personnes qui vont dans ce sens-là, qui me disent que ça éclaire peut-être des questions qui ne s'étaient pas posées. Ça éclaire aussi des parts d'ombre qu'ils semblent porter, mais dont ils ne comprenaient pas forcément l'origine. Ça ouvre des pistes. Voilà, ça ouvre des pistes et en ce sens, c'était l'objectif que je m'étais fixé aussi. Moi, je pense que c'est effectivement, c'est courageux et en même temps, c'est très salvateur, je pense, pour les personnes. Enfin, ça va être un outil incroyable pour les personnes qui vont le lire. Votre fille, elle réagit comment par rapport à tout ça? Parce qu'en fait, c'est aussi, elle a 24 ans. Je sais pas comment elle réagit déjà par rapport à votre chemin spirituel, mais aussi par rapport à cette. On partage beaucoup de choses et on a une complicité très très forte et j'avais très très peur de la façon dont j'allais lui dire. Et en fait, quand j'ai réfléchi aux mots que je voulais employer pour lui parler de ça, je me suis dit, mais au fait, qui je suis là aujourd'hui? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Quel père j'ai été? Et en fait, je me suis aperçu que je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un qui s'est construit. Je suis quelqu'un de résilient. C'est vraiment la résilience telle que le définit Boris Cyrulnik, c'est ça. C'est pas une recette de bonheur, la résilience. C'est comment on se reconstruit et on fait quelque chose de soi à partir parfois de merde absolue. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'ai traversé des moments difficiles, j'ai transformé ces choses pour en faire des choses, à mon sens, bien, essayer de partager, essayer de transmettre autour de moi ce que j'avais pu toucher. Et donc, quand ma fille est venue me voir et que j'ai commencé à lui parler de ça, je lui dis, regarde, tu vois qui je suis, tu vois qui je suis devenu, bah, tu as compris que je me suis construit sur des moments un peu difficiles, et notamment la mort de Thomas, ton oncle, a été un moment très difficile de ma vie, mais qui m'a aussi permis de devenir quelqu'un de mieux que ce que j'étais avant. Bah, je viens de découvrir quelque chose qui m'était arrivé dans l'enfance, qui a aussi participé à l'être fort que je suis aujourd'hui. Et j'ai commencé à lui raconter ce qui s'était passé. Donc ça l'a évidemment choqué, bouleversé. Mais je voulais lui montrer, non pas le côté positif, parce que c'est stupide d'employer un terme pareil, mais de lui montrer que, quelles que soient les épreuves, on peut en faire quelque chose qui soit une force de transformation intérieure. Et pour moi, et c'est ce que j'essaie de lui transmettre en tant que père, je pense que c'est même là l'essentiel du sens de la vie. C'est qu'est-ce qu'on va être capable de faire du libre arbitre qui nous est laissé. Libre arbitre de devenir soit un monstre, si on est confronté à des choses absolument abjectes, soit au contraire de choisir la lumière. Voilà, vous savez, souvent
on dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tant d'horreurs sur Terre. Mais je ne crois pas, parce que si Dieu existait et qu'il empêchait les horreurs, il empêcherait tout libre arbitre, parce qu'il commanderait chaque geste de notre vie, en fait, il commanderait tout. Et on penserait vivre le bonheur, parce que tout d'un coup, tout serait parfait, il n'y aurait plus jamais de malheur, mais dans quel monde vivrions-nous si tout d'un coup, on n'avait plus de libre arbitre et plus de choix? C'est une question philosophique profonde. Et je pense que le sens de la vie, c'est justement ce libre arbitre qui nous est offert. Et il nous est offert la possibilité de devenir des monstres ou des êtres de lumière. Et plus on est confronté à des choses difficiles, plus la tentation de l'ombre est présente, et plus le choix de la lumière est un choix conscient, assumé et crucial. Exactement. Parfait. C'est génial. Merci beaucoup. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. J'ai envie de claquer la porte à la confusion et au sentiment de certitude. Vous savez, en tant que journaliste, je rejoins un peu les scientifiques qui, en fait, plutôt qu'être des gens de plus en plus certains de plein de choses, sont de moins en moins certains de beaucoup de choses. Je pense que on vit dans un monde qui souffre de ce que tout le monde maintenant a l'air de savoir tout sur tout. Donc j'aimerais qu'on claque une bonne fois la porte au nez des certitudes et qu'on accepte qu'on vit dans un monde plein d'incertitudes et que moins on en sait, mieux on se porte, parce que justement on est ouvert à tout. Et ouvrir la porte à l'incertitude et au cadeau de l'inattendu. Parce que c'est ça la vie, c'est ça la spiritualité, c'est regarder l'inattendu avec confiance. C'est beau, c'est très vrai aussi. Merci beaucoup Stéphane. Merci Grégory, c'était chouette de passer ce moment avec vous et j'espère que ça a été partagé par celles et ceux qui nous écoutent. Je suis assez certain que c'est le cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.